carte 05. C'est fait pour la vidéo YouTube. Bonjour les amis, comment allez-vous? De retour chez moi après 3 semaines. Après 3 semaines d'absence, de retour chez moi. C'est vrai que les Américains n'ont pas souvent tort de dire home, sweet home. Ils n'ont pas tort, ils n'ont pas tort. Partagez le live, hein, partagez le live. Hein. Et puis demain, je commence à travailler, quoi. Putain, c'est sans transition. Est-ce qu'il y a est-ce que vous pouvez cotiser, là, sachant que je suis pauvre et que j'ai vraiment adoré les vacances, est-ce que vous avez moyen de cotiser pour que j'y retourne? Parce que je suis vraiment pas chaud de recommencer à travailler. J'ai trop kiffé, putain. Je suis pas chaud de recommencer le work, les gars. Je sais pas, mais je suis pas très chaud. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut cotiser pour que je retourne travailler, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Oui, je pense que ça va chez toi, non? Un vrai camère. Blondel Tchatchouan. Blondel Tchatchouan. Radicalo.
Alors, partagez le live, les gars. Partagez-moi le live. Hein? Ouais, on peut essayer de rigoler comme d'habitude. Là, au moins, je suis devant mon PC. Hier, j'ai pas pu faire un live devant le PC, encore moins aujourd'hui. Mais voilà, j'ai quand même fait un live cet après-midi que je trouvais très intéressant sur la prévention routière. J'estime quand même que tout diasporien, dès qu'il en a l'occasion, devrait inciter le gouvernement à mettre en place, à défaut de faire des autoroutes, mais mettre en place, comment dirais-je, mettre en place des moyens pour que la route soit plus agréable. Voilà. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense que ça peut sauver pas mal de vies. On a eu beaucoup de morts bêtes, stupides, ces dernières années à cause des accidents. L'autre jour encore, je voyais un grumier qui a foncé. Et je peux vous garantir que tout ça, c'est les effets de la fatigue. Tout ça, c'est les effets de la fatigue. C'est les effets de la nervosité au volant. Je pense qu'il faudrait aussi que les Camerounais apprennent. Et je pense qu'il faudrait aussi que les Camerounais apprennent qu'il n'y a pas qu'en buvant qu'on se détend, en fait. D'accord? Contempler la nature, ça peut détendre, quoi. Contempler la nature, ça peut détendre. Voilà. Et c'est important de faire la promotion de ça. En tout cas, moi, j'estime que il n'y a rien de plus beau que de contempler la nature. Il n'y a rien de plus beau. Maintenant, il y a beaucoup de gens pour qui amusement, exaltation rime avec alcool. Que voulez-vous que je vous dise? Mais j'estime que ça vient simplement d'un manque de culture, d'un manque, comment dire, d'une ignorance. Quand vous savez à quel point les choses sont complexes, c'est normal, vous vous émerveillez devant la nature. Par contre, quand vous êtes débile et vous pensez que tout est simple, la nature pour vous c'est banal. Voilà. Vous allez vous émerveiller par exemple sur un sac Chanel. Vous voyez, vous allez vous émerveiller sur un sac Chanel. Vous allez vous émerveiller sur une limousine. Alors qu'en fait, ça c'est des fabrications. Certes, la technologie, c'est extraordinaire de le faire. Mais je trouve quand même parfois qu'il y a des paysages de la nature qui sont coupés le souffle. Et parfois se poser simplement comme ça, regarder la nature. Je pense que sur nos routes, il y a des endroits spécifiques où il y a des bons points de vue, où on pourrait mettre des aires d'autoroute, des aires même de nationales, hein, pour que les gens trouvent le voyage agréable. Et en faisant ça, on peut sauver énormément de vies. Voilà, on peut sauver énormément de vies. Je vous dis, je pense encore à des morts assez récentes sur la route. Vous savez que ça impressionne plus quand c'est une personne célèbre qui meurt. Mais sachez que tous les jours, il y a des anonymes qui meurent d'accidents bêtes. Parce qu'on n'a pas encore appris aux gens qu'un voyage est censé être agréable. Un voyage, c'est aussi un bon moment. Mais pour ça, il faut voyager dans des bonnes conditions. Maintenant, si vous voyagez dans des voitures, un peu comme celle de Marlène Mvoutou, où il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas de climatisation. Parce que dans sa voiture, je vous ai dit, sa voiture, c'est une voiture des années 2000. Et à l'époque, la clim était en option. La direction assistée était en option. L'airbag, c'est tout juste que l'airbag commençait à être en série, quoi. Je suis même pas sûr que sa voiture ait de l'airbag. L'ouverture centralisée, c'était en option. C'est-à-dire que tu avais encore le truc là pour aller tourner comme ça, là, pour que ça ouvre de façon centralisée. Mais tout ça, c'était encore en option. Et vu le degré de fauchage, on va examiner tout ça. On va examiner certaines de ces... on va examiner le post que j'ai partagé sur mon truc, parce que j'aime bien partager des supports pour après les parcourir ensemble. Parce qu'il y a des gens qui font des choses, en fait, ils croient qu'on oublie. Et c'est là-dessus, en fait. J'aimerais aussi dire, j'ai été tagué sur 3 ou 4 pages de Congossa. Ce que j'ai été heureux de constater, c'est que maintenant, tout le monde doute de ce qu'elle dit. Et donc, moi, j'ai gagné, en fait. C'est-à-dire que pour moi, le job, il est accompli. Par contre, ces tentatives d'éviter le sujet en essayant de me discréditer, ça ne marche pas, les gars. Déjà, ça ne marche que sur celui qui me détestait déjà d'avance. C'est-à-dire quelqu'un qui avait le goitre d'Anango, tu rajoutes rien, en fait. Tu dis, Anango est sale. Il dit, oui, c'est vrai. Kikine dit, il est sale. Voilà. Tu vois, tu rajoutes rien. Là où tu pouvais dire que tu as réussi quelque chose, c'est si tu avais retourné des gens qui avant considéraient que Kikinet était un ingénieur et ils ont cessé d'y croire parce que tu leur as dit. Ça n'existe pas. Je te dis, ça n'existe pas. Tu m'apportes je te donne 5 000 euros. Donc, en gros, tu n'as rien changé. Et d'ailleurs, même tu ne subsistes que par rapport à ceux qui me détestent. Moi, je suis un peu surpris quand les gens m'appellent pour m'écrivent en privé pour dire qu'elle a fait un live, pour dire que tu es sale, il faut répondre à ça. Je réponds quoi? Vous avez vu où j'ai vu, vous avez vu où on l'a expulsé. Déjà, je vais vous dire, quand vous êtes propre en Mbeng, il y a un environnement dans lequel vous ne pouvez pas vivre au pays. La saleté de votre logement d'Mbeng, c'est la saleté de votre logement. Si on vous trouve dans un logement sale au pays, ça veut dire que votre logement Mbeng est sale. Il n'y a pas de débat là-dessus.
Tu ne peux pas vivre dans un environnement comme moi, en France. Et tu rentres au pays, vivre dans la maison où on a chassé un foutu. C'est pas possible, gars. C'est pas possible. Même moi-même, je ne peux pas les pains Jésus que j'ai un mot dans ce genre, oui. Je te dis sincèrement. Même moi-même, je ne peux pas. Tu ne peux pas vivre dans ce confort-là. La propreté, un jardin vert, nickel, tout est propre autour de toi. Et tu rentres au pays, tu vis dans une maison où la cour est gluante et sale. C'est pas possible, les gars. Ce n'est pas possible. Vous pouvez me couper la tête, j'y crois pas. Si vous êtes propre partout. Et si vous êtes sale partout. Bonsoir, cher assistant du procureur Audrey. Comment vas-tu? Si vous êtes sale partout. Si vous êtes propre, vous êtes propre. Donc, quand quelqu'un fait un live, en fait, je vous ai dit que tout ce qu'elle accuse les gens de faire, c'est exactement ce qu'elle fait. Elle est sale. Vous avez quoi chez elle? Vous avez un coin de table qu'elle filme à chaque fois? Vous avez regardé l'extérieur? Vous avez vu les alentours? Quand vous êtes propre en Bengou, vous ne pouvez pas vivre dans n'importe quel pays, mon ami. Moi, je vais te dire, quand je rentre au pays, pas les histoires qu'on dit que quand tu rentres au pays, là, tu vas dormir dans la famille. Mon ami, moi, je sors d'une famille très modeste. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de membres de ma famille qui disposent des conditions pour me recevoir. Et donc, quand je rentre au pays, je dors à l'hôtel. Je ne dors nulle part. Je dors à l'hôtel. Chambre climatisée, propre, nickel, ménage fait tous les matins. Il n'y a pas un membre de ma famille, je dis bien, hein, pas un membre de ma famille, qui dispose du confort nécessaire pour me recevoir au pays quand je rentre. Il n'y en a pas un seul. Donc ce n'est pas par mépris pour eux, c'est qu'on ne grandit pas pour se appétit. De la même façon que j'ai son habitude de vous dire ici qu'on n'apprend pas pour désapprendre. Quand on avance, ce n'est pas pour reculer. D'accord? Il faut un cataclysme. Par exemple, quand tu roules avec un Renault Espace, normalement, si je lâche ça, c'est pour prendre un Q7. C'est pas pour aller en Twingo. Sauf si c'est passé un truc dans ma façon de penser. Peut-être je suis devenu moine. Et on a dit, on enlève le matériel. Je me suis débarrassé de mon iPhone. J'ai pris le Nokia 3310. Tu vois, vraiment, il faut un truc. Mais il faut un truc cataclysmique. Il faudrait un truc cataclysmique. Mais sinon, a priori, comment dirais-je, il n'y a absolument aucune raison que vous avancez pour reculer. Si vous avez l'habitude de vivre dans un endroit propre, il faut un gros bouleversement dans votre cerveau. Il faut un bouleversement stratosphérique dans votre cerveau pour que vous acceptez d'aller vivre dans certaines conditions. Moi, j'ai grandi dans des conditions assez modestes. Je ne le cache pas d'ailleurs. J'en suis fier. Parce que ça vous permet de mieux saisir le parcours qui a été le mien. En fait, rappelez, j'ai souvent des gens qui ont des petits malins qui font souvent comme s'ils veulent m'attaquer à mes origines. Ça me fait souvent rigoler, mec. Je le rappelle parce que ça permet de mieux saisir le trajet. Comment rien n'a été facile. Comment on est parti de ça. Comment on est parti de pousseur à là où on est. Tu comprends ça ou pas? Quand je le rappelle, c'est une fierté. Je ne comprends pas comment les gens peuvent cacher leur passé. Moi, je suis fier de tout ce que j'ai accompli dans ma vie, mon gars. Je suis fier. Non seulement j'ai changé ma vie, mais j'en ai changé la vie de plusieurs personnes. L'autre jour, j'ai discuté avec un pote. Il va au Canada. Il a eu l'immigration canadienne. Il est un peu plus âgé que moi. C'est un pote que j'ai connu au lycée. Quand je vois... Oui, on est très bien rentré, Madou. Là, je suis chez moi, là, du coup. Home sweet home, comme on dit. Mon pote en question, il a eu lui, avec sa femme, ils ont eu la résidence canadienne. Les gars, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez d'abord le live. Un peu le ventilateur, histoire. C'est vrai que quand on est en mode fumage, là, on est un peu chaud. Donc, non, partagez le live, les gars. Partagez le live. On va attaquer le du sujet. Il y a une petite phase d'introduction. Je disais tantôt que non seulement j'ai changé ma live, mais j'ai changé la live de plusieurs personnes. Moi, j'ai un jeune, moi je vois le gars, quand je vois aujourd'hui que dans sa famille, c'est lui le mieux placé aujourd'hui, je suis fier de moi. C'est quelqu'un que j'ai connu, il avait arrêté l'école. Il est plus âgé que moi, il est né en 78. D'accord? Donc il a pratiquement 4 ans de plus que moi. Moi, quand je l'ai rencontré, il avait arrêté l'école. Sauf que moi, je sais repérer les bonnes personnes. Je n'ai pas un formalisme, un moule où je classe les gens. C'est pas parce que tu viens me voir, tu me dis t'es docteur, que je vais dire t'es une bonne personne. Non. Je t'évalue pour ce que tu es. Alors, il se trouve que nous étions à l'école, avec pas mal de personnes que je connaissais très bien. Ce gars-là, sans aller à l'école, mais il raisonnait mieux que quelqu'un qui était allé à l'école. Alors, au jour d'aujourd'hui, je suis souvent obligé de le fumer un peu sur les affaires de panafricanisme. Il a un peu trop bercé là-dedans. Depuis qu'on s'est séparés, forcément, il a cessé d'être challengé dans le cerveau, quoi. Donc, de temps en temps, c'est un de ces statuts que je regarde, je suis obligé de l'allumer un petit peu là-dedans, parce qu'il a un peu des délires de panafricain. Voilà. Donc, très vite, ça rentre quand même dans l'ordre, hein, vous inquiétez pas. Et il avait abandonné l'école. Donc, quand je faisais seconde, j'allais en première. Un matin, je lui dis, mais mec, Dieudonné, pourquoi tu as arrêté l'école? Il me dit, parce qu'il n'était pas motivé, et aussi, parce que je dis, mais tu n'es pas de famille pauvre. Ta grande sœur, c'est la femme du percepteur de Fumbaud, mon ami. Ta grande sœur, c'est la femme du percepteur de Fumbaud. Donc, vous avez les dos. T'as arrêté l'école, pourquoi en bombe?
Il me dit, gars, je lui ai dit, gars, mets-toi en candidat libre. Il me dit, ouais, mais j'ai arrêté. J'ai dit, t'inquiète, je vais t'entraîner. Je l'ai entraîné en français, je l'ai entraîné en histoire géo, mais surtout, bien évidemment, je l'ai entraîné en mathématiques et en technologie. D'accord? Je faisais seconde. Je passais pour aller en première. Le Joe, là, son examen de BEPC, j'ai attendu ça plus que j'ai attendu mon BPC moi-même. Je vous dis, hein, j'ai attendu... Non, qu'est-ce que je raconte? Oui, je passais pour aller en première. J'ai attendu son examen de BEPC comme si... Plus que quand j'attendais le mien. Parce que moi, j'ai passé les vacances à Douala quand on m'a appelé, quand on a appelé mon oncle pour dire que j'ai eu le BPC. Mais l'année là, j'étais à Yaoundé en seconde, entre la seconde et la première. C'est d'ailleurs l'année où j'ai fait le concours de la police pour vous dire, pour ne rien vous cacher. Et donc, j'ai attendu cet examen-là. Je vous dis, lui et moi, on aimait trop parler des femmes, des ouais comme ça. On sait que les commentaires des Joe de notre âge là. Mais je lui amenais, soit on parlait de science, on parlait d'un gars. Il y avait que les deux sujets là qu'on parlait, ou des sujets d'actualité, pour l'expliquer comment il peut utiliser ça dans un examen. On faisait même les maths au sol, c'est-à-dire que je partais, il venait chez moi, je le raccompagnais chez lui. Après, subitement, en route comme ça, j'attaquais un exo, tu vois non. On dessinait les maths au sol là. Le gars, il a eu une béco. Donc, en fait, quand j'étais à Yaoundé, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. J'avais juste un Joe de ma famille qui avait été mon répétiteur, qui vendait les journaux au Kansik de Mokolo. Vous savez, juste en face du Kansik de Mokolo. Si vous avez vécu par là-bas, vous avez traversé par là-bas, si vous avez vu un mec là-bas qui vendait les journaux, c'est lui. Il est très relié à moi. Ça a été mon répétiteur, mais un très grand ami de ma mère, jusqu'à sa mort. Et donc, je lui avais dit, voilà, si tu arrives à Yaoundé et que tu as les résultats, dès que tu arrives à Yaoundé, tu viens voir le Joe là, tu le signales que tu es là. Comme on habite à la carrière ensemble, il va me dire. Donc tu lui dis, tu es là, tu me dis quand tu lui dis quand est-ce que tu repasses le voir. Comme ça, je serai chez lui. Donc le gars, il m'a filé rendez-vous. Il est venu le voir, mais il ne lui dit même pas, il ne lui donne même pas le résultat, quoi. Donc le gars, il a entretenu mon suspense. Parce que pour moi, c'était ma première fierté. C'était ma première réussite autre que la mienne. Vous comprenez ou pas? Parce que moi, j'en ai depuis j'en ai engrangé un paquet, hein. Des personnes à qui j'ai fait des prises en charge, qui sont en Europe aujourd'hui et qui travaillent correctement, il y en a un paquet. Voilà. Donc, et je vais simplement dire en vous tout que ne fais pas les prises en charge qui veut, mais qui peut. Et à une époque, d'ailleurs, Platini m'appelait Monsieur 100% visa. Parce que tous ceux que je prenais en charge ont eu le visa. Lisez bien sur mes lèvres. Lisez bien sur mes lèvres. Tous ceux dont j'ai fait la prise en charge ont eu le visa. Ils sont un paquet en Europe. Ils sont un paquet. Donc, pour vous dire que depuis mes succès, j'en ai les personnes que j'ai conseillées, la méthode en Ango, au jour d'aujourd'hui, j'en ai engrangé pas mal. Mais là, c'était le tout premier. C'était la première personne. Parce que moi, je vous signale quand même que quand je suis en seconde, c'est tout frais que je comprends l'école. Hein. Jusqu'en troisième, l'école, pour moi, c'était compliqué. Pour moi, l'école, c'était la sorcellerie. Donc, quand j'arrive en seconde, quand je suis en seconde, c'est vraiment tout frais que je commence à comprendre l'école. Pour vous dire la vérité. Pour moi, quatrième, sixième, cinquième, quatrième, l'école, pour moi, c'est du chinois. Je ne me sentais même pas fait. Je ne croyais même pas que j'allais dépasser la troisième. Je ne croyais même pas, pour vous dire la vérité. Comme dans ma famille, les gens étaient champions quand ils arrivaient en première ou en seconde. Ils arrivaient en première ou en seconde, ils redoublaient. Ils triplaient ou quadruplaient le BEPC. Donc, je trouvais que c'était rentré dans l'ordre des choses, quoi. Dans l'ordre de la connexion des choses. Pour ne rien emprunter à Spinoza. L'ordre de la connexion des choses, d'arriver en troisième et de caler, comme la plupart des membres de ma famille, bien sûr. Parce que moi, jusqu'à ce que j'arrive en troisième, il y en a que 2 ou 3 de connus. Il y en a que 3 de connus dans l'entourage familial que je connais, qui sont arrivés en troisième, qui ont eu le BPC du premier coup. Donc, il y en a un autre, il y en a un cousin qui est à Avignon, s'appelle Toussaint, et il y avait un autre, un oncle, donc le petit frère de ma mère, qui s'appelle André, et puis il y a un gars qui est sur Internet, là, qu'on a souvent vu dans les affaires de Camto, qui est pas directement mon cousin, mais c'est le demi-frère de ma cousine. Il s'appelle Augustin. Donc lui, ça fait partie des rares que j'avais vu dans mon entourage passer le BPC du premier coup. J'ai dit bien, du premier coup. Disons ma puce. À demain matin, d'accord. Oui, ça marche. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que ce n'était pas assez courant dans ma famille d'arriver en troisième et de passer le BPC. C'était pas courant du tout. Donc, pour moi, c'était normal d'arriver en troisième et de caler. Donc, pour vous dire, c'est tout frais. C'était tout frais. Quand je rencontre mon ami Dieudonné, à qui je donne le conseil de retourner à l'école, c'est tout frais que je commence à comprendre l'école. C'est tout frais. Hein? Parce que j'ai commencé à comprendre l'école à partir du premier trimestre de troisième, alors que dans les autres classes, j'ai redoublé la cinquième, j'ai passé de la cinquième en quatrième avec 9 de la quatrième, j'ai redoublé la cinquième, mais même pour aller en quatrième, j'ai passé à 9,99, et pour passer de la quatrième en troisième, j'ai passé à 9,58. 9,58, je me rappelle très bien des notes parce que ça, j'y croyais pas trop, mais bon. Donc, 9,58, avec des notes catastrophiques en mathématiques. J'ai dit bien des notes catastrophiques. Pour vous dire que pour passer de la quatrième en troisième,
Bon, je suis très peu fier de vous le dire, mais j'avais triché en géographie, le feu est sorti seulement, gars. Parce que j'avais redoublé la 5e. Mon pâté m'a dit que si je redouble la 4e, il m'envoie au quartier. Et donc, à l'époque, rester au quartier, ça voulait dire faire des boulots de merde. Et j'étais pas trop pressé d'aller faire des boulots de merde parce que autant j'étais très débile à l'école, mais autant je ne sais même pas me servir de main. Donc on va pas me demander de monter en boulon. Alors, aller me demander d'aller bricoler dans un garage et tout, c'était pas pour moi, quoi. Donc j'étais pas très pressé. Je savais que ça allait arriver parce que j'étais nul à l'école, j'allais passer par là, mais je n'étais pas pressé. D'accord? Je faisais attendre le suspense. Voilà. Donc, j'ai quand même réussi en 4e. J'ai triché comme un fou. Je veux dire, quand j'allais composer l'examen, parce que première séquence en 4e, j'ai eu 6. Hein. J'ai eu 6. Première séquence en 4e, j'ai eu 6 de moyenne. Ça, j'ai compris que j'étais bête à l'école, quoi. Là, j'ai putain, la vache. J'ai quand même réussi à avoir 8,48 au premier trimestre. Donc, ça va. Donc, quand j'ai eu 8,48, j'ai eu l'espoir que je n'allais pas redoubler la 4e. Et là, j'ai décidé que, gars, je redouble pas la 4e. Plutôt d'ail. Parce que j'ai redoublé la 5e, mais mon père m'a humilié l'année là. Je vous dis qu'il y a mon pâté, non, vous dites souvent que j'ai la gueule. Non, vous ne pouvez pas supporter Père Vincent. Lui, mon pâté, quand j'ai redoublé la 5e, mon père, il a décidé que le suspect, que le coupable, c'était le TM. Parce que, comme je suis nul en travaux manuels, en 5e, j'ai joué les beaux. En 5e, c'est vraiment une des années, là, surtout la première année en 5e, c'est une des années où j'ai le plus été dragué. Parce qu'à l'époque, j'étais plutôt timide. Donc, j'allais pas vers les femmes. Mais qu'est-ce que les femmes venaient vers moi, quoi, un truc de malade. Et donc, je jouais au beau. J'étais l'un des rares qui venait le lundi avec une tenue bien repassée. On voyait le trait plié comme ça, machin bidule. La chaussure noire cirée, quoi. Vous voyez, j'étais vraiment dans cette logique-là, quoi. Et donc, quand il fallait aller faire le travail manuel, je disais, mais qui, moi, aller travailler dans les champs? Mais you gotta be crazy. Donc, ce qui fait que j'ai redoublé la 5e avec une note catastrophique en travaux manuels. Genre 8. Mon père, il a estimé que c'est le travail manuel qui m'a fait échouer. Je rappelle que c'était coefficient 1. Hein. Mais mon père me dit, mais regarde-moi celui-là. Hein? Même le truc qui ne nécessite pas le cerveau. Juste prendre la machette et couper le champ. Qui est foutu d'avoir la moyenne là-bas. J'ai été dit que mon père, il m'a traité l'année là. Donc quand il me voyait, me dit là que je repassais ma tenue. Le lundi matin, je chante le commode quand j'ai redoublé la 5e. Et que je me sentais frais, il me dit, regarde-moi celui-là. Pantalon repasseur qui n'a rien dans la tête. Mon pâté, il m'a traité psychologiquement l'année là. Je vous dis que ça m'a dégoûté l'envie de redoubler. Donc je vous dis qu'il ne fallait pas avoir un patin comme le mien. Quand tu as un patin comme le mien, tu sais respecter l'intelligence. C'est pour ça que quand je vois les gars ici qui viennent sur Internet, il est laveur d'acier, il dit ingénieur, bracata. Mon père t'attrapait en train de faire ça, il te pendait vivant. Tu comprends ça? Quand un gars était bon élève, mon père il entendait que tu as mal parlé de lui. Il te pendait sur la place publique. Et c'est comme ça qu'il a inculqué chez nous l'excellence. Est-ce que vous comprenez ça ou pas? C'est-à-dire que parmi les enfants de mon père, il n'y a pas un gars. Je dis bien, il n'y a pas un qui va voir un Joe qui le pâche et qui va essayer de le rabaisser par mauvaise foi. Ça n'existe pas, gars. Ça n'existe pas. Ça dit que même dans l'ADN, ça n'existe pas. C'est impossible. Moi-même, hein, j'ai tellement ça jusqu'ici que même mes enfants, je les pends vivants. C'est-à-dire que je vois Sean, il a peut-être, je sais pas moi, 12 à l'école. Il commence à se moquer de celui qui a 16 en disant qu'il le dépasse avec quoi. Mais moi, je vais pendre mon fils direct. Je le pends haut et court. Tu sors ça d'où? Quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Ça, c'est la doctrine des Chicago. Tu comprends? C'est la doctrine des Chicago. Quelqu'un te dépasse, tu portes ton sac. Si tu veux lui parler fort, dépasse-le. Mon père disait que quand quelqu'un a 8, toi tu as 6, ne le lape que quand tu commences à avoir 9. Tant que tu as 6, tu es rien. 0. Walou. 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 Petit, comme on dit. Donc, ce qui fait que ça t'oblige à savoir accepter ta position. Moi, j'étais très bluffé par des très bons élèves, hein, jusqu'à ce que j'arrive en 3e. J'étais très bluffé. Quand je voyais les gars qui étaient premiers de la classe, ils pouvaient m'insulter, je ne bague pas. Regardez-moi, hein, je suis un bagarreur, les gars. Vous ne me nouez pas. Parce que je vois souvent les gars qui m'ont souvent attaqué, venir menacer que oui, 2 jours que je vais te croiser, les gars, vous ne nouez pas. Vous n'avez pas à qui vous avez affaire. Vous n'avez pas à qui j'ai affaire. J'ai rarement perdu mes duels dans la vie. J'ai dit bien, hein, tous les bagarres que j'ai initiés, tous les bagarres que c'est moi qui ai provoqué, j'ai perdu. Je vous dis tout de suite. Voilà. Et moi, je suis quelqu'un qui attaque rarement la bagarre. Par contre, tous les gens qui m'ont attaqué, ils ont lu l'heure. Moi, je vous dis la vérité. Tous les bagarres que c'est moi qui ai été le premier à donner le coup à l'adversaire, je les ai perdus. Tous les bagarres où c'est moi qui ai donné rendez-vous aux gars. Tu veux parler fort? Allez, on va au stade. Les gars m'ont nac. Et je me souviens de ces bagarres, des bagarres perdues. La première bagarre que j'ai perdue, j'étais à la carrière, je devais avoir quelque chose comme 7 ans. Mon pâté garait la voiture. Et d'ailleurs, dans mes défaites, les gars sont quand même pour beaucoup. Hein. Souvent, les gars qui m'ont nac. Hein. Je vous dis sincèrement, c'est souvent les gars qui m'ont nac. Mon pâté garait sa voiture. Quand mon pâté était encore en location à la carrière, il garait sa voiture dans la cour d'une personne. Cette personne avec une fille qui était beaucoup plus petite que moi.
Un jour, quand mon pater, vous savez qu'à l'époque, les paters s'élevaient le matin, chauffaient la voiture. Avant de rouler, il y avait ce truc-là que tu tournes le moteur, tu démarres la voiture, tu laisses tourner pendant, je sais pas, je ne comprenais pas trop ce bidule-là parce que je vois pas trop ça en France. Depuis que j'ai la voiture, je vois pas la nécessité. Ou alors les voitures de mon époque ne sont pas les mêmes que celles de l'époque. Et en réalité, un jour, je suis arrivé là, la fille était petite. J'ai dit, mais je suis allé la gifler, quoi. Du coup, elle m'a bien hack. Si bien que je lookais mon pater pour dire, mais gars, interviens, mon pater me regardait comme ça, l'air de dire, mais bon, tu as cherché. Je dis, maman, c'est toi, la petite fille là, elle était plus petite que moi. Le gars, elle m'a nac, hein, propre. Elle m'a bien nac. Et donc, après ça, à l'école primaire et tout ça, j'ai bagarré, déjà, je les ai tabassés parce que je te dis en grand détail, on m'appelait Longo Longo. La taille que j'ai là, pour vous en rendre compte, je fais 1m80 à peu près, je le fais depuis que j'ai 16 ans, pour information. Donc, imaginez un gars de 16 ans qui fait 1m80. À mon époque, au jour d'aujourd'hui, c'est devenu banal. Mais à mon époque, c'était pas banal, croyez-moi, c'était pas du tout banal. Donc, on m'appelait Longo Longo. Et du coup, j'ai arrêté de grandir à partir de 16 ans. Peut-être parce que j'ai aussi eu mes règles, peut-être que je suis une femme. Demain, c'est un Mvutu qui vous fera la révélation. Scientifiquement, on dit que vous cessez de grandir quand vous avez des règles. Peut-être que je suis une femme et j'ai eu mes premières règles à 16 ans, parce que je n'ai pas compris pourquoi j'ai arrêté de grandir à partir de 16 ans. I don't know why. Donc, ça, c'est la première bagarre que j'ai perdue. La deuxième, alors que j'ai perdu, c'est en 6e. Il y avait deux gars là, dont l'une s'appelait Clémentine, je me rappelle, puisque c'est le prénom de ma mère. Obono, Aloha Clémentine. Ouais, je me rappelle bien, parce que comme elle avait le même prénom que ma mère, je me rappelle son nom. Mais la deuxième, je ne me rappelle pas. Elle m'envexe en classe. Je leur ai dit qu'on se retourne, on va au stade. Je faisais à Fumbote, hein. On va au stade après les cours. Je m'attendais à ce que, bon, à l'époque où on regarde les petits films là-dedans, on sait que l'homme est toujours fort. L'homme n'a toujours la femme, tranquille, quoi, tu vois. Tu vois les voisins naquent leur femme. Donc, on voit rarement les gars naquent les maris. Donc, du coup, comme tu fais 6e, tu fondes une théorie sur quelques observations que tu as vues. Tu vois des hommes naquent leur femme, tu vois que l'homme est toujours plus fort, tu as vu des maris qui giflent sa femme, donc tu as le tonton qui vient chez toi avec sa femme, le tonton naque la femme devant toi. Donc, tu te dis que l'homme est fort plus que la femme, quoi, tu vois. Je leur dis, rendez-vous là après le cours, venez. Donc, de deux choses l'une, pour moi, elles allaient j'allais bien les nacs. Ou alors elles allaient rondes. Man, les deux gars m'ont attendu. En 6e, hein, je faisais 6e M3. Donc, je ne sais pas comment, comme j'écris souvent lentement, parce que j'aime pas trop écrire de la main, donc j'écris souvent lentement. Quand j'ai fini mon cours, je suis sorti, les deux gars m'attendaient dehors. J'ai dit, ah ouais, c'est sérieux ça. Mais bon, de toute façon, je n'étais pas inquiet. On est au stade. Ah, les deux gars là, ils m'ont bien nac, hein, propre. Non, vous inquiétez pas. Pour ceux qui croient que j'ai tout gagné dans ma vie, non. Les deux gars là m'ont bien nac, propre. Voilà. Donc, ça, c'est ma deuxième chambre que j'ai perdue, une chambre que j'ai provoquée. Ensuite, en seconde, j'ai un camarade de classe qui s'appelle Lowe, Elvis Lowe. Je crois qu'il est aux États-Unis aujourd'hui. On a fait seconde ensemble. Je ne sais pas sur quel désaccord lui et moi on avait. Je lui dis, rendez-vous à la montagne sacrée de Fumbote. Donc, j'étais sûr que... Hein, non, oui, écrire, j'aime pas écrire avec le stylo. Je suis très lent pour écrire avec le stylo. C'est pour ça que la plupart du temps, je retenais les cours. Parfois, j'avais la flemme d'écrire. Le prof, il parlait, je les regardais, j'écoutais, juste je retenais le coup, quoi. Parce que j'ai la flemme d'écrire. Donc, je déteste écrire. Mais j'écrivais quand même beaucoup. Je faisais l'effort quand je n'étais pas bon à l'école. De noter. Parce que quand même, il faut rentrer à la maison. Surtout que quand tu fais 6e, le pater contrôle. Dès que je suis arrivé en 3e et que déjà j'avais un niveau supérieur à ceux de mes parents, parce que mes deux parents, ils ont arrêté, ma mère a arrêté l'école en CM2, mon père arrêté en 5e. Donc quand je suis arrivé en 3e, que je commençais vraiment à y aller l'école et que je comprenais tout, je n'écrivais plus. J'écrivais vraiment plus, quoi. Donc je retenais juste, voilà. Les cours de géographie qui étaient souvent longs là et tout, je prête le cahier de quelqu'un, c'est tout. Le jour où j'ai envie de lire le cours, je dis à quelqu'un, prends ton cahier de géographie. Il me prête son cahier de géographie, je lis et puis voilà, basta, quoi. Mais non, mais honnêtement, je déteste écrire avec le stylo. Sauf quand j'écris les mathématiques, voilà, ça me dérange pas. Mais écrire sur l'histoire de l'Empire de Chine, c'est chiant pour moi, je déteste ça, quoi. Donc, je déteste ça. Donc ça, c'était donc la deuxième chambre que j'ai perdue. Donc le gars, là, en seconde, donc, je sais pas sur quoi on avait un désaccord. C'était à l'époque où le film, là, de Marc Dacascos venait de sortir, La loi du plus fort. Donc, je lui donne rendez-vous à la montagne sacrée, j'étais plus grand taille que lui. Donc, pour moi, je devais le nac. Non, le gars m'a bien nac. Il m'a même nac, si bien qu'il a fait la capoeira. Il faisait que, tu sais, le truc de la capoeira, là, tu fais le pas aérien, là. Il m'a nac parce qu'il avait le temps de faire ça. Donc, on appelle ça l'humiliation. Donc, j'ai perdu la bagarre. Voilà. Mais à part ça, il y en a eu plusieurs chams. Quand c'est les gens qui me cherchaient, je les naquais propres. Donc voilà, ce qui fait que, du coup, la leçon que j'ai tirée, c'est qu'il vaut mieux pas que je provoque la bagarre. Et bien évidemment, la dernière bagarre que j'ai perdue, c'était en fac, à l'université de Yaoundé, où j'ai attaqué un voisin chargeur quand même. Je suis quand même parfois courageux, les gars. Moi, j'ai un culot, vous n'avez même pas idée. Hein.
Je suis allé attaquer un voisin chargeur. Tu vois, non? Il m'a même pas knocké. Il m'a poussé comme ça, je suis tombé, mais je cassé le bras. Donc j'ai dit, ok, c'est bon, tu as gagné. Déjà, vous savez, il y a un genre, quand quelqu'un te pousse, toi, tu sens que si tu go vraiment au contact, tu vas perdre là. Donc, quand j'ai quand même sorti que le gars, il avait une assise au sol, il était bien plus court que moi. J'ai souvent cette tendance de penser que quand tu es plus grand que quelqu'un, tu le knockes forcément. Non. Et puis, il y a eu entre-temps aussi une fille de mon quartier à la mission catholique. Un jour, je suis allé pour la gifler, elle m'a fait une clé 14, en plein goudron comme ça, sur l'axe Bafoussam Foumbot. L'axe Foumbot Bafoussam. J'ai dit une clé 14 direct. La meuf, elle était très sportive d'ailleurs. Et elle m'a fait une clé 14 direct. Donc, en fait, chaque fois que je cherche la bagarre, je perds. Je vous dis, hein, c'est comme si Dieu, hein, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? C'est comme si Dieu me disait que, gars, ne cherche pas la bagarre. Laisse les gens venir te provoquer. Tu vois, non? Laisse les gars venir. Ne va pas chercher la bagarre. Laisse les gens viennent. Tu leur fais l'heure. Tu vois un peu. Donc, et comme c'était parfois plus fort que moi, parce que comment dire, cham. Non, j'adorais ça, quoi. Ben oui. Attends, tu dis que tu es beau porte de fer en même temps. Je ne sais pas ce qui devient le gars. Il a fait la théorie après. Non, il était bon. C'est un bon chargeur. Le gars, il était bon. Il avait une sacrée armure, le mec. Donc, je vous dis, moi-même, c'est que je sois un culot. Je sois un culot de fou pour aller chercher les bagarres. Je suis même go une fois en Guayaquil. Il y a un Joe là-bas, c'était un champion de karatéka. Il cumulait 2 championnats. Champion de karatéka et champion d'échecs. Il a mis un baby-foot devant la cité U, là, en face du restaurant numéro 1, là. Donc, tu devais payer 25, tu joues. Je passe avec mon pote Michel. Donc, on décide qu'on va jouer. Le gars dit c'est Vincent. On dit non, vous ne te payez pas. Il wanda sur nous, il dit mais c'est comment? Je dis bah t'inquiète pas mon gars. D'une manière ou d'une autre, on va jouer ce jeu et tu ne seras pas payé. Je le regarde. À l'époque, je portais les lunettes de soleil. Mais c'était juste pour... Non, c'était même pas les lunettes de soleil. Je portais des lunettes, c'était pas optique. Mais on avait cette culture-là au pays en Guayaquil que quand tu mets les lunettes, tu parais intelligent, tu parais sérieux. Et comme on était des gros malhonnêtes avec des gars. Quand je dis malhonnête avec un gars, le genre que tu dragues la même... Mais putain, je sais pas. J'étais arrivé au niveau en Guayaquil où je drague une fille 2 fois le même genou, pas que c'est la meuf là, quoi. Toi, tu dragues la meuf le matin, tu vois, non? Tu prends rendez-vous avec elle dans 3 jours. Tu ressors l'après-midi pour aller te balader en Guayaquil, tu redragues la meuf qui est déjà rentrée, je te laisse échanger. Elle wanda sur toi et te dit, mais tu n'as pas un rendez-vous dans le jeu. Supposons le lundi, je ne sais plus quel jour on était. Mais elle m'a posé la question. Tu n'as pas rendez-vous dans 3 jours. Je dis, comment ça dans 3 jours? Elle me dit, si, tu as rendez-vous avec une fille dans 3 jours. Je dis, mais comment tu sais ça? Tu es sa soeur, sa cousine? Elle dit, bah c'est moi. Non, mais les années en Guayaquil, c'est les années des ordres aussi. Donc, bon, inutile de vous dire que le rendez-vous a été annulé naturellement. J'avoue, je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. J'essaie encore de comprendre le pourquoi. Finalement, je n'ai pas vu la meuf. Enfin, cela dit, le rendez-vous, il a été annulé. Et donc, on aimait bien, comme je vous dis, on était souvent en Guayaquil, là. Donc, je passe devant le jeu du gars. Donc, je lui dis, non, on va jouer. Mais le mec, il discute. On dit, bah, attends, je le dis, mais je dépose comme ça. Il dit, mec, je t'explique. Tu sais quoi? Ton baby-foot là, mon pote et moi, on va jouer et tu n'auras pas les 25 francs CFA. Est-ce que tu as compris ou pas? Il me dit, ouais, je vais appeler. Je dis, ben, va appeler le champion, va appeler ton gars là. Le Joe, il débarque à distance. Donc, il arrive nerveux là, à 100 mètres à peu près. Non, en fait, j'étais pas avec Michel. J'étais avec un gars qu'on appelait Steve. C'était pas Michel ce jour-là, c'était Steve. Steve, son surnom, c'était Galilée. On l'appelait le gars là, Galilée. C'était pas Michel. Michel, c'était mon homme à tout faire avec qui je me baladais en Guayaquil. Mais ce jour-là, j'étais avec Steve. Et pourquoi c'est très important? Parce que si ça n'avait pas été Steve, j'aurais pas su l'histoire. On l'appelait Galilée parce que c'était quelqu'un qui était très curieux. On appelait le gars la Galilée. Le Joe, il avait passé son année. On a fait terminal. On a fait le lycée de Foumbot ensemble. Il faisait terminal D, terminal C. Il a passé toute l'année à me coincer avec des problèmes de physique. Il a passé toute l'année. Il trouvait les problèmes de physique de niveau terminal les plus improbables. Il disait que viens, Anango. Et il avait le résultat à la fin. Donc, ce qu'il voulait, il ne comprenait pas la démarche parce qu'il faisait terminal D. Mais cela dit, c'est inscrit en physique parce qu'il était vraiment passionné de physique. Il ne comprenait pas beaucoup. Donc, il venait à chaque fois me piéger avec des exercices. Et à chaque fois, je trouvais Wanda sur moi, quoi. À chaque fois, je voyais, quand j'encadrais la réponse, je faisais le calcul avec la calculatrice, j'encadrais la réponse. Ah, merde! Donc, il dit, ah, merde! Donc, genre, putain, ça l'énervait parce qu'il n'a pas réussi à me coincer. Et il n'a jamais réussi à me coincer quand on faisait terminal. Donc, c'était vraiment quelqu'un de très curieux. Et c'est pour ça que c'est très important pour la suite de l'histoire. Et donc, le Joe, il débarque, genre, là, il est très nerveux. Tu vois, non? Il arrive là. Et moi, j'ai juste reculé de 3 pas avec une certaine assurance. Le mec, il a freiné net. C'est pour ça que je vous ai souvent dit que quand tu non cham, il y a des bagarres que tu évites. Donc les abrutis que je vois souvent sur Internet, ouais, je vois. Non, ça c'est les gars qui savent pas cham. Je sais que dans 99,9%, je les crois, je les nappe propres. Parce que quelqu'un qui s'en cham,
il va d'abord évaluer les rapports de force. Parce qu'il est conscient que la force physique, là, ça ne se voit pas. Que la capacité de NAC, ça ne se voit pas. Et que même dans les arts martiaux, ce n'est pas interchangeable. Tu peux être un karatéka, tu vas être face à un judoka. Tant que tu es à distance, tu peux le faire mal. Mais si tu te loupes, il te récupère, il te met KO direct. Et donc, ces gars-là sont bien conscients qu'attention, c'est pas parce que je suis champion à mon art que ça veut dire que je vais aller chercher le boxeur. Même un boxeur qui débute sa catégorie, il peut me faire ça dur. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, le Joe, quand il a freiné net, moi-même, j'ai Wanda pourquoi il a freiné net. Mais après, bon, je me suis dit, quand tu as l'ascendance dans un duel, ne te la ramène pas trop. Parce que si tu te la ramènes trop, ça peut après mal tourner. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, après, j'ai dit au gars, bon, de toute façon, je m'en vais, je laisse tomber. Mais ce qui a quand même intrigué Steve, donc alias Galilée, c'est qu'il voulait comprendre pourquoi le gars s'est arrêté. Et le Joe est parti voir le mec. Il lui a dit que, ben, parce que je savais que c'était un champion. Je nouais le Joe. Il était noir, foncé comme ça, comme le charbon, quoi. Donc ça, les gens, des gars comme ça, là, qui avaient une chambre en cité universitaire, du fait qu'il était quand même champion dans pas mal de catégories. Le gars est parti le voir. Quand je m'avance après, il voit le gars, il dit, mais pourquoi tu t'es arrêté? Le gars lui dit que non. Quand j'ai vu le man là reculer, je me suis dit, il fait quand même les arts martiaux et je ne sais pas son niveau. J'ai pas envie de me ridiculiser devant les gens, quoi. Steve va dire, ah oui, d'accord, oui, il fait, mais il n'est pas champion comme toi, quoi. Et, mais donc, c'est comme ça que le gars a arrêté. Donc, pour dire parfois que le courage, parfois, ça peut déstabiliser. Mais non, le Joe, je ne peux pas me charmer lui. Non, il me naque propre. C'était un champion, gars, je ne suis pas champion. C'était un champion. Jacques, il gagnait les titres au pays. Il était à la fois champion de karaté et champion des jeux d'échecs. Voilà. Il jouait même à la machine. En fait, quelques temps après, on est devenus amis. Il me parlait très souvent de Kasparov, des choses comme ça. C'est comme ça, la première fois que j'ai entendu le mot Kasparov, c'était avec le gars-là, quoi. Mais notre premier rapport, c'était justement celui-là, quoi. Donc, c'est une façon de dire aux gens que quand je vois les personnes qui viennent faire le désordre devant moi, se disant que non, le mec là, il est sérieux. Non. J'étais très bon, mais j'étais très troubleur. J'ai fait les deux en même temps. Donc, il faut que les gens comprennent. J'étais très bon à l'école, mais très troubleur. Donc, quand tu arrivais au lycée de Fumbo, tu cherchais le plus gros troubleur, c'était moi. Tu arrivais au lycée de Fumbo, tu cherchais le plus gros matheux, c'était aussi moi. De telle enseigne qu'un jour, quand j'étais en deuxième année, vous savez qu'en deuxième année, les gens vont souvent, quand les gens n'ont pas totalement modulé, plutôt que de s'ennuyer, ils vont faire quelques cours en deuxième année. Quand je faisais deuxième année de mathématiques, mon professeur de maths, le professeur de TD Chapda, il n'était pas le prof de maths, parce qu'il m'a enseigné l'analyse en première année. En deuxième année, c'est un certain Wamon François, je ne sais pas ce qu'il devient d'ailleurs, il était déjà un peu vieux quand même. À mon avis, s'il est vivant, il doit avoir au moins 80 ans aujourd'hui, Wamon François, parce que je crois qu'à l'époque où il m'enseignait, il devait avoir au moins la cinquantaine, quoi. Et donc là, à mon avis, il doit avoir dans la 80aine aujourd'hui, s'il est vivant, quoi. Wamon François. Wamon, c'était lui le prof de géométrie, de calcul différentiel. Mais lors des TD, c'est Chapda qu'on avait. Donc, Chapda, un jour, il est là en TD, il me voit, je suis en train de coche, les gars, je les fume tous dans le coup. Il me dit, mais tu fais quoi ici? Tu es sûr que tu as modulé? Et il y a un gars qui m'a vendu, qui dit que, ben oui, mec, non, mais il a validé, mais il a bien validé, c'est lui qui a eu la première note en analyse. Le gars dit, mais en fait, c'est toi le matricule 01U271 là et tout. Et bien là, j'étais grillé. Et puis à partir de là, j'ai commencé à être très sage dans ces TD parce que lui maîtrisait mon matricule. Mais sinon, la plupart du temps, non, je suis un très, très gros troublard, un boucantier et un bon désordonné. Mais n'empêche que quand il faut être sérieux, je sais être sérieux. C'est ça la différence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire la différence, qui ne savent pas faire la part des choses. Moi, si. Je sais être drôle, je sais foutre le bazar dans les salles de classe. C'est pour ça que tous mes anciens se rappellent de moi. Tous se rappellent de moi. Et donc, le rappel vient surtout du fait que quand tu me rencontres au premier contact, tu crois que je suis arrivé là par hasard, en fait. Tu vois, non? La seule fois où j'ai commencé vraiment les cours dans une classe sans être désordonné, c'est quand je suis arrivé à Polytech. Parce que je suis arrivé déjà en retard. J'étais le seul black. Je ne connaissais personne dans une filière que je n'avais ni fait en première et deuxième année. Donc, j'intègre l'école en troisième année sans être passé par la prépa comme les autres. Donc, forcément, j'arrive avec des lacunes. Autant vous dire que je ne pouvais pas faire le même boucan, quoi. Non, je suis arrivé avec un silence calme, j'observais la scène. Ça n'a pas été facile, c'était chaud. Voilà. Donc, c'est vraiment la seule fois de ma vie où je n'ai pas été remarqué. Enfin, si, j'ai quand même été remarqué parce que j'étais le seul black. Voilà. J'étais le seul black. J'étais celui qui comprenait pas grand chose en thermodynamique, quoi. Tu vois, les mecs, ils étaient tous ça, ils avaient fait prépa, certains avaient fait BTS en génie climatique et toutes ces choses-là. Donc, quand tu leur parlais de moteur thermique, ils y comprenaient quelque chose. Moi, je parlais qu'électricité et maths, quoi. Donc, voilà. Donc, je me suis fait remarquer d'abord parce que j'étais le seul black, mais en plus parce que j'avais des questions qu'ils estimaient bêtes. Donc, du coup, les mecs m'imballaient que je suis arrivé là par hasard. Tu vois, non? Pour dire, les gars me l'appelaient quand je posais mes questions. Hein. Les gars me l'appelaient en classe. Mais le prof lui-même me charriait, Didier Louvain, prof de mécanique. Un jour, je lui ai dit, mais mec, désolé, gars,
À l'époque, j'étais un peu fragile quand même. Hein. Voilà. Je ne peux pas vous dire que j'étais indifférent. Parce que quand vous posez la question, vous savez déjà que les gens ont un regard sur vous où ils vous méprisent parce qu'ils pensent que vous êtes bête. Et le professeur, en plus, il en rajoute. À chaque fois, j'ai dit au professeur qui m'attendait, les gars, je ne suis pas arrivé là par hasard. Je suis arrivé là parce que je suis bon dans certains trucs. Il se trouve que là, c'est des choses qu'on fait que je ne maîtrise pas. C'est pour ça que je pose des questions humblement. Mais bon, un jour, j'ai même carrément demandé la parole, je suis passé devant. Mais ce n'est pas au professeur. J'avais parlé au professeur dans son bureau. Je suis passé devant, j'ai dit aux élèves qui attendaient, les gars, je ne suis pas arrivé ici par hasard. Je comprends que vous vous moquez. Mais sachez que si vous essayez de m'atteindre psychologiquement, j'ai un moral supérieur à vous 60. On était 60 en première année. J'ai un moral supérieur à vous 60. Croyez-moi, je ne vais pas redoubler. Je leur ai dit, je ne redoublerai pas. Et quelques temps après, quand on a eu le premier semestre, j'ai eu 10 au premier semestre. Quand je travaillais déjà à l'accueil de Polytechnique, le professeur Didier Louvet, en question, lui-même encore, il est venu à l'accueil me voir, il m'a dit, je te conseille de prendre une inscription en fac. Bah, j'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, on ne sait jamais, parce que si tu n'as pas 12 de moyenne sur les 2 trimestres, tu passes pas en deuxième année. Et si tu passes pas en deuxième année, tu peux soit redoubler, et si tu as une note qui est inférieure à la note éliminatoire, tu peux être exclu. Par exemple, le 10 de moyenne, tu es exclu de Polytech, direct. Tu as 10 sur les 2 semestres, tu es exclu direct. Donc, tu as 11, tu peux redoubler. De 12, tu passes en deuxième année. Donc, qui est l'équivalent de Bac plus 4 d'ailleurs, pour information. Et donc, il vient me dire ça, il me dit, bon, bah, je te conseille quand même, prends une inscription, si jamais le deuxième semestre, ça risque d'être plus compliqué pour vous. Donc, faites gaffe, quoi. Et le truc, c'est qu'il ne devait pas, c'est quoi? C'est que l'une des choses aussi qui m'avait déstabilisé à l'école, c'est que déjà, je suis arrivé en retard. Pourquoi? Parce que la première année, quand je suis arrivé en France, j'ai changé d'école parce qu'il y a une école l'école pour laquelle j'avais plus de compétences n'offrait pas beaucoup d'opportunités en sortie. C'est une école qui, sur le papier, quand j'ai passé le concours depuis le Cameroun, était très bluffante. Tu sais, les gros termes là, quand on est au pays, ça nous bluffe, quoi. Mais quand tu arrives ici assez rapidement, il faut te poser des questions. Moi, j'ai commencé à m'intéresser. Quelle est la proportion des diplômés qui trouvaient le travail? Je me rendais compte qu'ils allaient tous faire un autre master où ils allaient faire des thèses de doctorat. Et moi, je ne voulais pas faire des thèses de doctorat. Je voulais finir et directement commencer à travailler. Donc, je me suis rendu compte que si je reste dans cette école-là, je risque de perdre beaucoup. Donc, j'ai décidé de changer d'école. C'est pour ça que j'ai tenté l'entrée à Polytech. Et à l'oral, on m'a demandé comment ça se fait que je change complètement du tout au tout. Vous êtes mathématicien, vous êtes électricien, vous êtes beaucoup plus dans les phénomènes électriques. Qu'est-ce que vous venez faire dans un truc d'énergétique et de thermodynamique? Je leur ai dit en fait qu'il y a des grands enjeux au Cameroun d'énergie et que l'énergie, c'est l'enjeu de demain. Et j'aimerais être au cœur de cet enjeu. Et je pense qu'en termes d'électriciens, ils sont complets. Mais par contre, pour des systèmes de production d'électricité, il n'y en a pas encore beaucoup. Donc, je veux quand même être parmi ceux qui vont faire partie de cet enjeu-là. Bon, voilà. Ils m'ont pris. Ils ont trouvé que mon oral était très convaincant. Donc, ils m'ont accepté à l'école. Mais sauf que l'été, là, je n'ai pas pu jobber, en fait. Je n'ai pas pu jobber. J'avais fallu un job. Je n'ai pas trouvé le job. Donc, je suis parti passer les vacances en Italie avec un gésier que j'avais croisé là-bas, quoi. Parce qu'à l'époque, vous étiez en cité U. Quand le 30 janvier, exactement, c'était le chiffre. Parce que c'est vrai que j'ai jamais eu l'intention de m'accompagner, jamais de la vie, tu rigoles ou quoi? Mais c'était un très bon schéma, bien, il a compris Simon Pierre. C'est une façon de dire souvent aux panafricains qui croient que les whites veulent récupérer leur première tête. Non, c'est un argument qui a marché. Parce que techniquement, sur le papier, j'étais matheux, et option électricité, donc électromagnétisme, électrostatique, magnétostatique, électrodynamique, quantique, et toutes ces conneries-là, quoi. Électromécanique, voilà. Tout ça, c'était ce que je faisais. Mais Polytech, c'est la thermodynamique, c'est la mécanique de fluide. Donc, c'est vraiment des choses qui n'ont rien à voir. Et en plus, commencer ça directement en troisième année, l'argument qui a convaincu M. Jarny, qui était le directeur du département, ce que j'ai eu à l'oral, l'argument qui l'a convaincu, c'est qu'il m'a dit, quand je regarde vos notes en physique, en électromagnétique, vous êtes très bon en électromagnétique, c'est la physique la plus compliquée. Voilà. C'est la physique la plus complexe. Parce qu'aller résoudre un problème de relativité générale, d'ailleurs, c'est la mécanique, l'électromagnétisme, c'est l'une des sciences qui a conduit à la refonte totale de la physique. Puisque on était incapable d'écrire l'équation de Maxwell en garantissant l'unicité dans l'équation Newton, quoi. C'était vraiment ça le problème. Parce qu'on avait un souci, on se retrouvait avec l'équation, quand vous transformez, quand vous écrivez l'équation de Maxwell, quand vous utilisez la matrice de Maxwell pour écrire les équations de mouvement en électromagnétisme, vous vous rendez compte que l'accélération devient relative, ce qui est un problème, quoi. L'accélération est censée être absolue, quoi. Vous voyez. Et donc l'accélération n'est pas censée être relative. Et ça posait problème.
Et donc, ce qui veut dire en fait qu'il fallait revoir un peu la physique. Donc, c'était déjà les premières prémices de la relativité restreinte d'Einstein. Voilà. Tout ça pour dire que c'était aussi une physique qui est vraiment prise au sérieux. Et le mec, il m'a dit, vous allez galérer au départ, mais vous allez y arriver. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes bon en électromagnétisme, je ne vois pas ce qui va vous dépasser. Donc, c'est vraiment partant de là que le type, il m'a accepté à l'école. Et donc, quand je suis arrivé, n'ayant pas pu travailler pendant l'été, j'ai trouvé un job, genre vers le 28 août, quoi. Mon gars, mon compte était à découvert, ma carte était bloquée. J'avais un compte au Crédit Lyonnais, ma carte était bloquée, j'avais pas les dos. Donc j'ai dit, putain, je m'en vais commencer l'école, je vais payer ma chambre comment? Donc j'avais déjà trouvé la chambre à Nantes, à la cité, à la résidence des amis de l'ICAM, qui est pas loin de l'école, quoi. C'est à pied, ça a 10 minutes, quoi, tout au plus. Donc je me dis, putain, si je m'avais commencé l'école maintenant, l'école a commencé le 31 août de l'année, là, un truc comme ça. Mais si je m'avais commencé l'école... c'est chaud, quoi. Qu'est-ce que je vais manger après? Ça va être chaud. Donc, j'ai décidé d'aller jobber. Donc, je suis arrivé quand même à l'école avec quasiment un mois de retard. Donc, ça, c'est déjà ça. Et et dans ces genres d'école, je vous garantis que vous ratez le premier mois, mais vous revenez, vous croyez que vous avez raté 6 mois, quoi. L'école va tellement vite au début, si vous n'avez même pas idée. Et donc, tout ça faisait que j'étais perdu au départ. Et aussi, même en travaillant, comme le salaire arrivait sur mon compte, le découvert absorbé, j'avais travaillé, j'avais gagné que 700 € le mois là. Donc c'était vraiment pas terrible. Donc j'avais le stress quand j'allais à l'école. Je pensais à tous les problèmes de dos que j'avais. Je disais, je vais payer mon école comment? Je vais payer ma chambre comment ici à Nantes? Je ne sais pas comment je vais manger. J'avais tout ça qui me tracassait la tête. Et quand je rentrais, la seule façon d'oublier ça, c'était d'aller dormir. Donc je rentrais, j'avais plein de cours, j'avais du retard, mais pour oublier mes problèmes, j'allais non. Pour vous dire, l'une des rares fois où j'ai été un peu lâche, quoi. Et puis j'ai eu un ami, un voisin, Vincent Richet, avec qui on s'est entendu. Il avait la particularité d'être un white très timide. Et moi, j'étais quelqu'un de très à l'aise. Et en fait, à mon contact, il s'est rendu compte qu'il pouvait combattre sa timidité à mon contact. Voilà. Et donc, il est devenu mon ami. Et donc, un jour, on vient à l'école polytechnique, là, c'est la BNP Paribas qui vient, qui propose des prêts aux étudiants sans caution. Il dit, bon, les gars, on sait très bien que quand vous êtes ici, vous sortez, vous trouvez le travail, on va vous proposer des prêts de 5000 balles, quoi. Bah, moi, je me dis, génial, si je peux avoir ça, ça peut m'aider. Surtout que quand on était à Polytech, on savait que dès que tu sors de l'école, tu commences à partir des 3000, quoi. Donc, tu sais que tu gagnes 3000. On a le raisonnement de dire 3000, c'est un salaire, en un mois et demi, on règle les problèmes, tu parles. C'est jamais possible, mais c'est comme ça qu'on y pense quand même. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, quand j'y vais pour avoir le prêt, on me dit que, mais non, t'es pas français, gars. Si tu finis tes études, tu parles, on fait comment? Lui, au moins, là, il est français, donc on peut web son pater. C'est là où je me retrouve coincé. Et aussi surprenant que ça a pu paraître, Vincent s'est proposé de prendre le prêt pour moi. Donc ça, c'est d'abord la première partie de... Oui, quand les gars arrivaient à Polytech, non, quand tu étais français, tu n'avais pas besoin de garant. Tu étais élève ingénieur. On te prêtait 5000 € que tu commences à rembourser dans 2 ans, un truc comme ça là. Voilà. Et quand tu sors de Polytech, c'est impossible que tu chômes, quoi. C'est impossible. Donc la BNP venait et proposait des prêts. Mais moi, on m'a refusé parce que je n'étais pas français. Et je savais que 5000 €, ça réglait tous mes PB. Tous mes problèmes étaient résolus. Et donc, quand on me refuse, aussi surprenant que ça puisse paraître, Vincent, il accepte de le faire. Il fait le prêt pour moi. Je me souviens, je suis allé l'accompagner à la banque. Le banquier lui a dit, vous êtes sûr? Il m'a dit, non, il n'y a pas de problème. Et quand on revenait ensemble, Vincent m'a dit en voiture, il m'a dit, de toutes les façons, vu ce que tu m'as apporté en termes de confiance en moi, même si tu ne peux pas me rembourser les 5000, ce n'est pas grave, quoi. C'est rien pour moi, c'est un enfant d'une famille correcte. Ils n'étaient pas à ça près, quoi. C'est pas quelqu'un qui a besoin de ça. D'ailleurs, j'ai appris à conduire en France avec sa voiture. Il avait une voiture automatique. J'ai appris à conduire avec sa voiture. Et à un moment donné, sa voiture a eu un accident, ça s'est cassé. Si ma première voiture en France était une automatique, c'est parce que je voulais que lui aussi puisse conduire. Moi, ma première voiture, c'était une Clio de 96 automatique. Parce que sa voiture, c'était une Clio automatique, et sa voiture a eu un accident, et comme on était pratiquement vers la fin de la 2e année, il avait décidé de ne pas acheter une voiture, donc moi, comme pour mes jobs, j'avais besoin de la voiture, donc j'ai acheté une Clio automatique pour que lui aussi puisse conduire, donc on échange la voiture. Donc c'est vraiment lui qui fait ce prêt-là, il me donne. Quand l'argent arrive sur mon compte, inutile de vous dire que c'est une bouffée d'oxygène de malade. On est quelque part dans les affaires de novembre, début décembre, hein. Qu'il fait ce prêt-là. Le prêt arrive sur mon compte vers le 15 décembre. Il se trouve qu'entre-temps, on avait proposé un boulot d'hôtesse. C'était pas un boulot d'hôtesse, je ne sais pas comment je peux appeler ça.
J'étais un peu comme un veilleur, mais c'était pas un veilleur de nuit. Quand je finissais mes cours à 17h30, j'allais à l'accueil de l'ISITEM, parce que Polytech Nantes, c'était deux bâtiments, bâtiment ISITEM et bâtiment IREST. Donc tu avais deux accueils, et une semaine sur deux, la veille était soit à l'ISITEM, soit à l'IREST. Et je partageais ça avec un Joe. C'est-à-dire que je switchais avec un gars, quoi. Donc, je devais arriver à l'école très tôt le matin pour être à l'accueil, genre à 7h30, quand les premiers étudiants arrivent. Et je fermais, j'étais là de 17h30 à 21h30. C'était un peu comme un job où tu es presque payé pour étudier, quoi, parce que tu es devant un ordinateur, mais tu es simplement là, s'il y a un problème, la plupart du temps, il n'y a pas de problème, donc tu étudies tes leçons, quoi. Et j'ai postulé ce boulot-là. Les mecs, il y avait 12 personnes. Il y avait 9 whites et 3 blacks. On m'a demandé pourquoi on me prend. Je ne sais pas quel modèle. Je leur ai sorti que j'avais travaillé à l'ambassade au Cameroun, que j'avais été héroïque à un braquage. J'ai sorti un lhomme. Mais un lhomme crédible, hein, parce que c'est ce que j'ai dit sur un Woodson, que quand tu veux l'homme, il ne faut pas trop faire, quoi. Il faut faire un truc, il faut moins dire, mais être pertinent, quoi. Donc j'ai sorti un lhomme que j'ai travaillé quand j'étais au pays, parce que ça faisait que 2 ans que ça faisait même pas 2 ans que j'étais arrivé en France, quoi. Je leur ai dit que quand j'étais étudiant en Guayaquil au pays, j'ai travaillé comme veilleur à l'ambassade, et à ce titre, mon esprit de conscience a empêché, je sais pas, honnêtement, je ne suis pas capable de vous donner l'histoire, je n'y croyais pas, honnêtement, je vais vous dire. Quand un gars me dit, et c'est un pote camerounais qui me prévient, parce qu'ils sont jumeaux, c'est deux gars avec qui j'ai school à Polytech. Je suis arrivé, ils étaient en 2e année. C'est des jumeaux. Et ils faisaient la section informatique. Et ils avaient des jobs, ils ne vivaient pas près de l'école de Polytech comme moi. Moi, je vivais à Carrefour. Eux, ils vivaient du côté de la cité étudiante de l'université de Nantes. Donc les gars m'ont dit, c'est un jour que le gars me colle, il me dit, man, il y a un job là à Polytech, postule quand même, on ne sait jamais. Donc moi, j'y go motivé, je me dis peut-être que c'est un job que personne ne veut. Donc le jour où j'arrive là-bas, je tombe sur 11 personnes. Donc il y avait 9 whites et ils avaient organisé une journée d'entretien. Il y avait 9 whites, 2 blancs plus moi, donc ça faisait 3 blancs. On était 12 candidats. Autant vous dire que quand je racontais l'histoire là, non, j'ai sorti l'histoire là parce que je n'y croyais plus, pour vous dire la vérité. J'ai sorti l'histoire là parce que je n'y croyais plus. Honnêtement, je n'y croyais pas. Tu vois, non. Mais bizarrement, ils m'ont envoyé le mail pour dire qu'ils m'ont pris. Bonsoir, Sylviane. Bonsoir. Edgar, je t'ai envoyé la demande. Hein. Prends la demande, s'il te plaît. Donc, bizarrement, honnêtement, je n'y croyais pas. Les gars m'ont pris. Les gars m'ont tcha. J'étais surpris. Donc, ça fait 2 choses. Donc, ça, c'est des choses qui arrivent vers mi-décembre pour commencer en janvier. 3e chose, je reçois un courrier d'une société qui s'appelait Pi-Promocom. C'est vraiment la première boîte qui m'a bien payé. Pi-Promocom. Le boulot, c'était quoi? Vous savez, les forfaits Orange qui sortaient dans les années 2005, là, les forfaits Orange, là. Il fallait aller distribuer des tracts dans certains centres-villes. Donc là, j'ai eu le boulot du 20 jusqu'au 31. Donc j'ai eu à peu près 10 jours de boulot avec eux où j'allais distribuer des tracts dans les marchés. Ça me rapportait 80 € net par jour. Donc, vous vous rendez compte que j'arrive en Nantes avec les problèmes sur ma tête comme ça, là, genre. Le stress veut tellement ma mort que quand je barre chez moi, le sommeil, c'est pour éviter les PB. Mais Edgar, pourquoi tu ne me prends pas la demande? Tu as dit que tu voulais venir, non? Il faut faire la demande, bon. Il faut faire la demande. Il ne faut pas fuir, gars. Ça va bien se passer. Donc, le stress était tel que je goyais seulement dans pour forger les problèmes, je vous ai dit. Et en moins de 3 mois, les gars, je dis bien en moins de 3 mois, j'ai les 5 colos que mon pote a pris à la banque pour moi. J'ai le boulot de l'accueil, c'était quelque chose comme 700 € par mois, net. 700 € par mois net. J'ai ce boulot-là à l'accueil. Et ensuite, j'ai Pi-Promocom là qui m'appelle le 20 décembre là, pour me demander si je suis chaud. Il m'envoie les... Donc, il me donnait seulement l'adresse d'une boutique Orange dans une ville, Saint-Nazaire ou Tours. Je partais là-bas, je récupérais les tracts, je distribuais toute la journée. Gars, le froid m'avait traité parce que en décembre, c'est l'hiver, quoi. Non, le froid m'avait traité. J'ai distribué ça sur les tracts à Saint-Nazaire. C'était le premier pendant 2 semaines, quoi. Donc, à la fin, j'ai eu mes 800 € propres. Donc, ce qui fait que le dé là, je colle. Donc, quand j'ai tout ça là qui se réunit, le 20 décembre, je colle ma mater. Donc, la mater qui ne est que son fils est là-bas, elle ne sait même pas comment son fils mange. Et moi, comme je ne me plains jamais, j'appelais jamais ma mater pour dire que c'était chaud, quoi. Je gérais. Mais la mater savait quand même dans quelles conditions elle envoyait le mouna. Elle savait que je n'avais pas de ressources. Donc, elle était très inquiète, quoi, et tout. Ma mater ne pouvait même pas me coller pour m'accéder. Donc, elle me colle, je la colle en décembre. Je dis, bon, comment, vous avez prévu quoi? Ça faisait tout juste 1 an qu'on avait perdu le pater, quoi. J'ai dit à ma tête, bon, vous avez prévu quoi pour Noël?
La matin, elle me dit que, gars, on va aussi un peu se débrouiller comme ça, là, on va voir, quoi. Je lui dis, OK, je t'envoie 250 colos. La matin, comment ça, tu envoies 250 000? Tu as trouvé l'argent où, mon fils? J'ai dit, bah non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Les problèmes sont derrière nous, quoi. Les problèmes sont derrière nous. Donc, voilà. La matin, elle dit, mais comment ça et tout? Je n'y crois pas. Donc, c'était vraiment le premier envoi d'argent à ma mère, 250 000 pour les fêtes de Noël. Platini est encore au Cameroun. Je crois qu'ils ont bien mangé la viande ce Noël-là parce que, et j'étais très fier de le faire. Je vous dis sincèrement, j'étais très fier. Et j'ai oublié aussi de vous dire que j'avais eu une aide du Crous, entre-temps aussi, qui m'avait filé 500 euros avec près de 200 euros de tickets resto. Je vous dis, hein, en un laps de temps comme ça, j'ai eu une entrée dans mon compte que mon frère. Donc, j'ai réglé mes dettes, j'ai payé l'école, j'ai payé. Voilà. Donc, j'avais de l'argent en réserve. Ce qui fait que maintenant, après, donc, comme je vous ai dit, quand il a fallu que Platini voyage, j'avais une partie de l'argent en caution, quoi, vous voyez. Et donc, quand j'ai commencé à travailler en janvier, c'est donc quand j'ai travaillé à l'accueil, là, que mon prof principal vient me voir après, après le premier semestre, là, vers février, il vient me conseiller quand même qu'il ne faut pas que j'ai des problèmes avec ma situation administrative en France. Il ne faudrait pas que si on m'exclut de Polytech parce que j'ai eu 10, je me retrouve sans inscription, je suis coincé. Donc, en fait, son idée, c'était de me rendre service, quoi, parce qu'ils avaient eu le cas. Ils avaient eu un Africain, une fois, qui était arrivé là, qu'on avait exclu parce qu'il n'avait pas eu la bonne note, mais du coup, il n'avait pas pris l'école. Donc, il s'est retrouvé dans une situation en France où il n'avait pas de quoi justifier sa présence en France. Ça a beaucoup posé problème à Polytech, qui a dû trouver une solution à l'arrache. Donc, M. Louvet voulait m'éviter ce genre de situation. Il est venu me voir dans mon bureau, puisque c'était mon bureau. Hein. L'accueil, c'était comme un bureau, puisque quand je finissais les cours, j'allais là-bas. Les gens étaient déjà rentrés. Comme les professeurs traînent, il m'a vu là-bas. Il est venu me dire, tu as quand même une école, une inscription à l'université. C'est le moment. Les inscriptions commencent en février. Il m'a dit, c'est le moment. On ne sait jamais. Je lui ai dit, Rebé, j'école ma mère pour dire que je suis entré dans une école d'ingénieur. Ma mère a dansé. Je ne peux pas appeler ma mère pour dire après que je suis sorti par la petite porte. Donc, je sais, ça a été très difficile au premier semestre, mais croyez-moi, ça n'avait rien à voir avec l'école. J'avais d'autres problèmes qui me tracassaient la tête. Vous inquiétez pas, monsieur, les problèmes sont résolus, ça va bien se passer. D'accord? Parce que j'avais eu 10. Ils voyaient mal, avec les difficultés que j'avais au premier semestre, comment j'allais pouvoir renverser la situation et avoir 12. Vous voyez? Ils pensaient avoir 12 de moyenne, puisque là, du coup, ça exigeait que j'ai au moins 14 au second semestre. C'était ça le truc. Et il ne voyait pas comment j'allais y arriver parce que il m'avait vu vraiment mal en point. J'avais des questions qu'il trouvait bêtes. Voilà. Il trouvait mes questions bêtes en mécanique. Bah, normal, hein. J'avais pas fait beaucoup de mécanique dans ma vie, quoi. Voilà. Je veux dire, j'ai eu le bac, je suis allé faire électrostatique, électromagnétique. Donc, forcément, mon niveau de mécanique, c'était au niveau de terminale où j'étais plutôt bon. Mais sauf qu'on ne résout pas un problème de physique pareil. Parfois, tu vois, le schéma, il est le même, mais la solution, c'est pas du tout la même, quoi. Donc, j'avais souvent des questions un peu bêtes comme ça, là. C'est là que je découvre que non, non. Quand on veut résoudre un problème d'équilibre de force, il y a ce qu'on appelle le torseur. Donc, le torseur, c'est. Ben, je dis, mais c'est quoi le torseur, monsieur? Mais vous ne connaissez pas ce que c'est le torseur, monsieur Adango? Ben non, je ne sais pas ce que c'est, monsieur Levet, je ne sais pas ce que c'est. Ben, le torseur, oui, ben, c'est le couple force des moments, quoi. Ouais, mais je ne sais pas, désolé, je ne sais pas. Donc voilà. Donc je ne connaissais pas tous ces trucs-là. Donc c'est vrai qu'on n'aborde pas un problème en troisième année, un problème de mécanique en troisième année, comme un problème en première année, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est en troisième année comme ça que tu te rends compte qu'il y a des problèmes que tu croyais très simples, mais en fait, que c'est très compliqué à résoudre. Par exemple, tu vois, moi, quand à mon niveau de mathématiques de terminale, à mon niveau de physique terminale, je pensais que si on me donnait, par exemple, la table qui est là, qui repose sur 4 pieds, de calculer la force sur chacun des pieds, par exemple, je ne sais pas moi. Je peux le faire si la sollicitation est uniformément répartie sur la table ou alors elle est sur le centre de la table. Voilà. Là, tu peux dire que les efforts sont les mêmes, machin bidule. Mais si tu excentres un petit peu, genre, par exemple, au lieu de mettre l'effort au centre de gravité de la table, tu déplaces, je ne sais pas moi, de 10 centimètres à gauche, ben non. Un gars ne peut pas faire ça. Tu ne peux pas régler ça parce que tu te retrouves avec ce qu'on appelle en mécanique un problème qui est hyperstatique. En mécanique, on sait régler les problèmes isostatiques. Par exemple, une table qui repose sur 3 points, c'est un problème isostatique. Donc, on a le nombre d'inconnus est égal au nombre d'équations. Le problème, c'est que quand tu as un système hyperstatique, tu as un nombre d'inconnus qui est supérieur au nombre d'équations. Donc, il te manque une équation. Et donc là, tu es obligé maintenant de ne plus rester sur les forces externes. Tu es obligé de rentrer dans les forces internes de la table pour regarder les déformations de la table parce qu'une table ne peut pas reposer entièrement sur 4 pieds parce que c'est hyper statique. C'est difficile, quelle que soit la situation. Nous, on le voit, ça a l'air de reposer sur les 4 pieds, pareil, pas de problème. Mais du point de vue des mathématiques et des physiques, ça ne peut jamais parce que c'est un système hyper statique. Et ça, c'est des choses que tu apprends comme ça, là, sur le tard, tu découvres en fait que, bah non, un problème que tu croyais simple, en réalité, est beaucoup plus compliqué que ça. La mise en équation est beaucoup plus compliquée que ça. Donc, je posais des questions, il se foutait de ma gueule, quoi. Donc, voilà. C'est pour ça que quand il est venu me voir, je lui ai dit, oui, oui, il y avait quelques petites difficultés à l'école, mais croyez-moi,
il y avait surtout, comment dirais-je, il y avait surtout des problèmes qui étaient propres et perso à moi que j'ai réglés. Donc, ça va bien se passer, monsieur. Je ne vais pas prendre d'école d'inscription à l'université pour mieux me mettre la pression pour dire que tu n'as pas le choix. Et la chance que j'avais eue cette année-là, c'est que le deuxième semestre, c'était beaucoup de trucs qui demandaient les mathématiques. La mécanique de fluide, certes, c'est de la physique, mais quand tu es bon en mathématiques, ça passe crème. Les statistiques, naturellement, c'est ma religion, les statistiques. Donc voilà, déjà en Guayaquil, j'étais bon en ça, j'arrive au Mans nickel en ça. Donc forcément, c'est ma religion. Donc il y a beaucoup de matières comme ça. Et j'ai décidé de me venger. J'étais dans la provoque. Par exemple, quand on affichait les notes en mécanique de fluide et que je voyais que j'avais 17, et je repérais tous les gars qui me l'appelaient quand je posais les questions en premier semestre, j'allais les voir, je dis, mais mec, j'ai vu ta note en mécanique de fluide, t'as eu quoi? T'as eu 8, c'est nul ça. Qu'est-ce qui se passe? J'allais les voir pour leur montrer que j'avais l'aplomb. J'étais vraiment dans ce logique-là. Moi, j'ai toujours été dans la logique anti-victimaire. C'est pour ça que je combats les gens qui jouent les victimes. Ça m'énerve. Parce que même si tu arrives quelque part, les gars te prennent de haut, il n'existe qu'un moyen de leur clouer le bec. C'est pas de leur demander de t'aimer. C'est pas de leur supplier. Non, c'est pas la méthode. Tu arrives quelque part, les gars te prennent pour un plouc, renverse la situation, montre-les que tu es bon. Et là, ils vont fermer leur gueule. Parce que quand j'allais là, le gars, tu crois qu'il peut encore parler fort? Il allait faire quoi? J'allais voir le gars, je dis, mais là où je me suis vraiment vengé, parce que comme il ne comprenait rien aux statistiques, quand on a affiché les notes de stats, bah, j'avais 19,75. Et il n'y avait que 2 personnes qui avaient la moyenne, je crois. Donc, ils étaient tous dans l'eau, quoi. Je suis allé les voir one by one. Mais toi, Nicolas, j'ai vu, je savais qu'ils avaient vu ma note parce que 19,75, tout le monde l'avait vu. Je me dis, mais toi, Nicolas, j'ai vu ta note en statistique. Tu as eu 3. C'est triste. C'est triste, 3. Tu as fait comment pour être là, toi? Tu as fait comment? Donc, du coup, je peux vous dire que les mecs, ils ont fini par comprendre que, gars, j'étais un provocateur, que j'avais le moral et qu'il valait mieux pas me chercher. C'est comme ça que ça s'est réglé, en fait. Voilà. Et pour ne rien vous cacher, j'ai passé pour aller en deuxième année avec 12,7 à peu près. J'étais septième. J'étais septième. Donc, ça dit qu'il n'y avait que 12 personnes qui avaient 12 de moyenne. On a repêché cette année jusqu'à 11,30. Ça m'avait vexé, vous n'avez pas aidé, les gars. J'ai dit que j'avais le goitre parce que j'ai travaillé pour avoir 12. Quand je vais repêcher les gens jusqu'à 11h30, j'avais le macabo. Donc, j'avais des potes même avec qui je m'entendais bien finalement. J'avais des potes. On les a tous repêchés. Les gars, ils étaient comme ça, ils avaient les chocottes, ils flippaient leur race qu'on les repêche, quoi. Putain, ça m'avait vexé. Je sais pas, c'est pas que je souhaite le malheur des gens. Honnêtement, non, c'est pas ça. Parce que les gars m'avaient tellement lap que quand j'ai eu 12, tu vois, non, j'ai vu qu'il n'y avait que 12 personnes. J'ai dit non, il y en a plein là qu'on va les faire redoubler. Je vais bien les lap. Tu comprends? Les gars là, l'année, ils sont allés repêcher jusqu'à 11h30. Putain, il n'y a eu que 3 redoublants et 4 exclus, un truc comme ça. Là. Mais ça m'avait énervé. Je suis presque allé voir le pauvre. Je suis allé dire, mais pourquoi vous avez repêché jusqu'à 11h30? Vous étiez venu me dire qu'il me fallait 12, monsieur, c'est quoi? Non, j'avais le barat quand même, j'étais méchant. Aujourd'hui, je ne le ferai pas, bien sûr, parce que ça ne sert à rien. Ça sert à rien de souhaiter mal des gens, mais il faut vous dire que j'avais quoi, 22 ans, 23 ans. J'avais 23 ans, j'étais jeune. Mais pour vous dire que oui, j'ai eu mauvaise quand j'ai vu qu'on repêchait jusqu'à 30, parce que moi, j'ai eu plus de 15 au deuxième semestre. J'ai eu plus de 15 au deuxième semestre. Et j'ai eu une moyenne de 12. Je n'ai pas été repêché. J'ai passé pendant la deuxième année sans problème. Et là, franchement, quand on a repêché jusqu'à 11h30, je vous dis, hein, je l'ai eu mauvaise. Parce que je me suis dit, mais putain, j'aurais pu faire jamais de la vie. Comme moi, je rentre au Cameroun chercher quoi? C'est pas parce qu'on parle du Cameroun tous les jours qu'on a envie de rentrer. Non, c'est simplement que tu vois des chèvres qui sont paumées. Tu te dis, ça reste quand même ton pays. Pas... Tu sais, aimer le Cameroun, c'est pas dit qu'on va rentrer là-bas. Tu peux aimer le Cameroun à distance. C'est comme tu as des cousins au pays, non, comme moi. Tu les aimes bien. Est-ce que tu as envie d'aller vivre avec eux au pays? Bah, c'est la même chose pour le Cameroun. Voilà. Donc, non, non, non. On ne compte pas rentrer. J'ai toujours dit aux gens que nous sommes Camerounais d'origine. Hein. Nous sommes très utiles à la France, mais nous ne sommes pas indispensables. Mais nous pensons être indispensables pour le Cameroun. Parce que quand on regarde comment le Cameroun est gouverné, avec les bras cassés qu'il y a là-bas, et les Camerounais qui sont de plus en plus complètement frappadingues, surtout sur les réseaux sociaux, par exemple, parce que franchement, pour écouter Mvoutson et la prendre au sérieux, il faut être frappé du cerveau. Tu comprends? Il faut vraiment qu'il s'est passé un truc dans ta jeunesse. Je ne suis pas un viol, un syndrome un PTSD, quoi, syndrome post-traumatique. Tu comprends? C'est vraiment la seule possibilité d'écouter Mvoutson et de la prendre au sérieux. Et je vous dis, hein, c'est un problème qui est général dans tous les Camerounais. Dans toutes les familles, il y a des gars qui ont subi des viols. C'est pas possible. C'est pour ça que les Camerounais sont débiles. Ils ont un rapport au réel qui est problématique. Et donc, oui, on a décidé à un moment donné de venir se mélanger un peu à la mélasse pour essayer
en se mélangeant, eux, de les transformer, en fait. Voilà. J'ai essayé de t'appeler Anaïs. On avait dit qu'on s'appelait. J'ai essayé de t'appeler, je t'ai loupé. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais non, non, c'est pas parce qu'on parle du Cameroun tous les jours qu'on a envie d'y rentrer. Non, sérieusement. Hell no, hell no. Comment ça? J'ai ma soeur qui vient de partir du Canada. Donc, en admettant même qu'un jour, j'avais même l'idée que... Non, 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 non. Elle a encore les idées fraîches du Cameroun. Ne vous inquiétez pas, il suffit de lui passer un coup de fil. Elle va te remettre les idées en place. Donc, je veux dire, au cas où je me lèverais un matin, je deviendrais un peu fou en disant que bon, ça y est, je suis prêt à tout abandonner, rentrer au Cameroun. Non, non, il suffit que je passe un petit coup de fil à ma petite soeur. Vous inquiétez pas qu'elle va me remettre les idées en place. Ouais. Elle va m'expliquer pourquoi elle a tout fait pour se barrer du Canada, du Cameroun avec son fils, quoi. Donc, voyez-vous. Donc, c'est pas la nana qui a fait l'immigration pour dire je m'en vais d'abord et après je viens voir mon fils. Jamais de la vie. C'était elle part avec son fils ou rien. Elle a voyagé avec son fils. Et l'une des choses qui a motivé son voyage, c'était son fils. Elle voulait offrir un pays digne à son fils. Voilà. Et le Cameroun, c'était pas ce pays-là. Donc, vous inquiétez pas, ce pays, c'est de la merde. Après, si un jour, on nous dit, bon, ben voilà, vous avez trop bavardé, venez participer à la construction, pourquoi pas? Mais avec un système démocratique, hein, pas un système où les gens peuvent te régler tes comptes avec la justice parce que tu les déranges. Non, non, vraiment un système où tu arrives, ce n'est que la compétence qui joue et rien que la compétence. Tu comprends? Voilà. Dans ces cas-là, oui. J'ai pas envie d'arriver à travailler avec un crétin qui va m'imposer la règle parce qu'il a eu un décret du ministre, qui va m'expliquer qu'il a raison parce qu'il a le décret et que si je ne suis pas d'accord, je reprends l'avion, je rentre dans mon pays, puisque mon pays, c'est la France. Il ne faut pas le dire, hein, même si je travaille au Cameroun, c'est en tant qu'expat. Et donc, je ne veux pas travailler dans ces conditions-là. Et je ne peux pas travailler dans une situation où je me rabaisse devant un médiocre. C'est impossible. Je le vivrais très mal. Je ne peux pas accepter ça. Je vous ai dit, en France, on est payé. Les gens nous payent ça. Pourquoi ils nous payent? Ils nous payent, ils écoutent nos conseils. Le Cameroun, c'est le seul pays où tu entends quelqu'un qui est payé pour conseiller sortir, dit sur instruction du chef de l'État. Mais mec, c'est toi le conseiller connard. Comment ça, l'instruction du chef de l'État? Tu es payé pour. C'est toi le conseiller idiot. Tu es le conseiller, tu veux nous sortir avec l'instruction du président, comment? On ne comprend rien là. Donc, non, 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 non. Pour moi, jamais de la vie. Jamais de la vie, quoi. Donc, oui, c'est pour ça, oui, on est d'accord, Kigali, que oui, dans le Cameroun actuel, c'est le pays, c'est les Marlènes comme ça qui pensent. Tu crois que Marlène espérait le pays par rapport à quoi? Si c'était un pays du mérite, tu crois qu'une connasse pareille peut espérer? Parce que pour qu'une abrutie comme elle vienne sur les réseaux sociaux, dit qu'elle a des ambitions politiques, mais il faut vraiment que la meuf sache que le pays, c'est le pays des médiocres. Sérieusement. Tu dis que tu es bon, tu dis que tu es intelligent, tu es en France, on ne voit pas les résultats comment. L'un des pays, je veux dire, quand vous êtes Camerounais et que vous êtes bon, chez les Blancs, ça se voit parce que le Blanc, il reconnaît la compétence des gens. Tu ne peux pas dire je suis bon, mais mon savoir en France, je le garde pour le Cameroun. Il faut laisser ça, quoi. La connaissance et l'expérience, ça s'entretient. C'est pas, je veux dire, tu n'as pas l'expérience pour diriger quoi que ce soit au Cameroun parce que tu bavardes sur les réseaux sociaux. L'expérience, c'est quelque chose qui s'entretient. Si tu es bon, montre au Cameroun que tu es bon déjà en montrant que les Français te reconnaissent comme bon. C'est pour ça que les gars me prennent au sérieux, Woodson. Tu crois que toi et moi, on arrive devant et tout dit? Ils vont dérouler au tapis à qui? Sérieusement, Woodson. Tu crois qu'ils te prennent? Mais tu n'es pas au courant. Tu ne connais pas le nombre de boulous qui m'écrivent pour me dire que, gars, je parle des boulous bien placés, hein, des barons. Je ne vous parle pas de la bélasse, hein, qui vous dit non, non, mais mec, bien qu'on n'ait pas les mêmes idées politiques, on est bien content que tu nous aies un peu calmé cette peste-là, quoi. Et je vais vous dire, hein, comme je disais tout à l'heure en introduction, il y a un indice qui ne manque pas. Dans les pages de Congossa, les gars ont le goitre d'Anango. Autant vous dire que quoi? Qu'il est très rare que les pages de Congossa prennent les. Comment dire, attaquent la personne qui est en face de moi. Les pages de Congossa ont toujours été contre moi. Mais bizarrement, depuis cette affaire, Woodson, quand tu publies tes vidéos, les gars partagent d'abord, on t'allume propre. Sors un peu de ta page. Sors de ta page. Si tu es même dans cela, viens demander la parole. Tu vas bien nous faire rigoler la soirée. Donc, sors un peu de ta page. Ou tu as quelques gars qui me détestent suffisamment. Non, non, non. Je vous ai dit, la seule possibilité aujourd'hui pour que quelqu'un te défende, c'est quelqu'un qui me déteste tellement qu'il ne regarde même pas ce qu'on dit sur toi. Il s'en fout. Tout ce qu'il sait, c'est Anango contre Marlène. Il ne regarde ni ce qu'on dit contre Marlène. Il ne regarde même pas tes réponses. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il peut m'attaquer en prétextant sur ton nom. Très simplement. C'est la seule possibilité. Mais sinon, il n'y a personne. Quand tu sors de ta page, mon ami, dès que je regardais plusieurs pages qui ont partagé, surtout un des extraits là où tu partageais ta clé. Mais les gars t'ont allumé, gars. Ils ont dit, mais tu dis que tu ne montes pas la carte grise. Tu montrais des vieilles voitures. Techniquement, je ne te demandais même pas la carte grise pour ça, tellement ces voitures sont vieilles que ça me paraît correct que tu l'aies. Je ne suis même pas sûr que le contrôle technique marche encore. Tu comprends un peu, non? Mais ça me paraît plausible que tu aies cette voiture. C'est des voitures qui sont dans la catégorie des moyens qui sont ceux de ton foyer avec ton mari. Donc, quand tu as montré la clé de la vieille Ford et la clé de la vieille Citroën, je n'ai pas eu de doute. Je ne vais pas te demander les papiers de ça. La voiture t'est garée devant chez toi. Tu montres des vieilles clés qui correspondent à ce modèle de voiture. Pour moi, il n'y a pas de débat.
Donc, mais je te dis, même sur ces pages, ils demandaient que tu joues ta carte de crédit. C'est-à-dire, les gars en sont arrivés à douter de tout venant de toi. Tu comprends? Il n'y a que toi qui, quand tu racontes tes merdes, là, en anglais, ça, machin, on n'a jamais vécu ensemble, mon coco. Le jour que toi et moi, on s'est croisés, j'étais plus propre que toi. Je crois que tu connais la photo. Quand on montre la photo, on te voit négligent, on me voit bien entretenu. C'est toi qui es négligé à côté. Hein. Tu n'avais même pas le mouchoir pour nettoyer ton enfant. Donc, c'est toi qui étais sale. Mais je ne peux pas utiliser ça parce que mon enfant, si son nez coule, même si je n'ai pas le mouchoir, je vais nettoyer les doigts, comme tu as fait avec Iris. Pour moi, c'est une preuve que tu étais juste maternelle. Je ne t'attaque pas avec des bêtises de ce genre. Je pourrais utiliser ton accoutrement de ce jour pour te traiter de sale. Même ta voiture était crasseuse. J'ai vu d'ailleurs, à ce propos, j'ai vu des gens dans mes commentaires dire qu'elle n'avait pas le permis. Non, les gars. Peut-être qu'elle n'a pas le permis français, peut-être qu'elle n'a pas passé le code en France. Mais en attendant, elle sait conduire, puisqu'elle est venue jusqu'à Nantes. Moi, quand je me suis séparé avec elle, je l'ai accompagnée à sa voiture. C'était un vieux Nissan Qashqai. D'accord? Donc, je pense que cette voiture-là n'était même pas aussi elle, puisque dans les clés qu'elle a montrées, on ne voit pas Nissan Qashqai, ou alors la voiture est morte depuis, ils ont pris un vieux Citroën, j'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, c'était un vieux Nissan Qashqai. Elle avait le permis. Enfin, elle n'avait pas le permis. Elle peut conduire une voiture. Parce que j'ai vu des gens dire dans des commentaires sur ma page qu'elle ne savait pas conduire. Je suis désolé, les gars. Je vous ai dit, je n'attaque pas avec le mensonge. Ça m'aurait bien intéressé de pouvoir l'attaquer sur ce point-là, de me foutre encore de sa gueule pour dire que c'est une menteuse. Mais non, elle est venue à Nantes en voiture, toute seule. Elle avait que son fils et une poussette. Vous savez, les poussettes qu'on rabat chez Emmaüs, là. Les poussettes, la photo est là. Hein. Allez regarder la poussette. Je peux vous montrer les poussettes de mes enfants. Parce que je peux vous montrer les poussettes de mes enfants, les enfants de Platini. Il suffit que j'aille dans mon iPhone, parce que quand vous avez un iPhone depuis 10 ans, vous avez la photo j'ai les photos d'Elay, de Meghan et de Sean tout petit. Je peux vous montrer la poussette de mon enfant, vous comparez juste avec la poussette de sa fille. Et je vous dis, hein, mes 3 enfants, je les ai eus à l'époque, je ne gagnais pas beaucoup. J'ai eu Meghan, j'ai gagné quelque chose comme 2200 par mois. J'ai eu Elay, j'ai gagné quelque chose comme 4000 par mois.